Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Entame de la seconde phase du dialogue politique national au Gabon. Une rencontre boycottée par le camp de l'opposant Jean Ping, mais voulue par la majorité présidentielle pour réconcilier le pays après la dernière crise post-électorale d'août 2016. Asile politique obtenu en Afrique du Sud pour le pasteur congolais Joseph Mukungubila. L'opposant au régime du président Joseph Kabila est accusé par les autorités congolaises d'être impliqué dans des violences datant de 2013 en République démocratique du Congo. Au Cameroun, la première opération du gouvernement pour le deuxième trimestre 2017 a eu lieu le 12 avril sur le marché des titres de la BEAC. L'État camerounais prévoit de mobiliser près de 70 milliards de francs CFA durant cette période. Mais tout d'abord, le verdict du procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Habré sera rendu le 27 avril 2017 par la Cour d'appel des chambres africaines extraordinaires. Ce procès en appel s'était ouvert le 9 janvier 2017 à Dakar, au Sénégal. Rappelons que le 30 mai 2016, les chambres africaines extraordinaires avaient condamné Hissène Habré, exilé à Dakar, à la prison à vie pour notamment crimes de torture et crimes contre l'humanité commis entre 1982 et 1990. Au Gabon, le dialogue politique est entré dans sa seconde phase le 18 avril. Seule une partie de l'opposition a répondu à l'invitation lancée par la majorité présidentielle. Le camp de l'opposant Jean Ping continue de boycotter cette rencontre nationale. Idlet Mirabel Bissou. La seconde phase du dialogue politique inter-gabonais, initialement prévue le 11 avril, s'est ouverte le 18 avril 2017 sans le principal opposant Jean Ping. À travers ce dialogue, le président Ali Bongo, réélu en septembre 2016, espère mettre fin à la crise post-électorale qui dure depuis plusieurs mois au Gabon. Ce que nous attendons, c'est que celui qui a fait son dialogue, puisqu'il a prêté serment, et que celui, le chef de l'État, qu'il mette en œuvre, qu'il rende les Gabonais heureux. Lui-même, il a dit qu'il ne sera heureux que si les Gabonais sont heureux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a la preuve que les Gabonais sont heureux? C'est à lui la responsabilité. Mais en termes d'attente, il faudrait déjà dire que la classe politique nationale, partant de ce dialogue, à mettre en mal les idées que le chef de l'État a voulu mettre sur la table. L'opposition réunie au sein de la coalition pour une nouvelle république de Jean Ping a qualifié ce dialogue de mascarade et a refusé d'y participer. Pour le pouvoir, la plaque tournante du dialogue reste les actes posés au sortir de ce conclave politique. Ainsi, le dialogue apparaît comme un préalable aux élections législatives reportées à la fin juillet 2017. La plus grande cruauté a été le fait que les politiques ont refusé la participation de la société civile, les deux bords. Seul le président qui a imposé au dernier moment pour que la société civile participe. Et les mêmes politiques vont travailler sur, de part et d'autre, sur les rapports de la société civile, alors même qu'elles ne veulent pas que la société civile participe au dialogue politique. Cette seconde phase politique du dialogue s'ouvre après la phase citoyenne achevée le 10 avril 2017 et qui a réuni les acteurs de la société civile. Les débats devraient aboutir à des propositions de révision du code électoral pour instaurer une présidentielle à 2 tours. Il s'agit entre autres questions des rôles de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale. Asile politique obtenu pour le pasteur congolais Joseph Mukungubila en Afrique du Sud. Ce dernier est accusé par les autorités congolaises d'être à l'origine des attaques menées le 30 décembre 2013 à Kinshasa et dans 2 autres villes du sud et de l'est du pays. Un soulèvement qui avait fait une centaine de victimes. Graziella Chakonte. Il a finalement eu gain de cause. Après plusieurs tentatives, le pasteur Joseph Mukungubila a obtenu ce lundi 18 avril 2017 l'asile politique en Afrique du Sud. Il s'agit de l'épilogue d'une longue bataille judiciaire qui l'opposait au gouvernement congolais et sud-africain après les événements tragiques du 30 décembre 2013. L'Afrique du Sud, c'est un pays souverain, et il a ses lois. Et le pasteur Mukungubila avait comparé à un moment
devant la justice sud-africaine par rapport au fait qu'on lui a reproché. Bon, aujourd'hui que l'Afrique du Sud lui accorde l'asile politique, je crois que c'est conformément aux lois sud-africaines qu'on ne peut pas interférer. Mais c'est que les autorités congolaises redoutent que l'Afrique du Sud serve de base arrière pour tous ceux qui veulent déstabiliser le pays. Le pasteur est en effet accusé par les autorités congolaises d'être l'instigateur de violences ayant fait des dizaines de victimes à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Quelques-uns de ses adeptes ont d'ailleurs été condamnés à des peines de 7 à 20 ans de prison pour leur participation à ces événements. Les Congolais le reprochent d'avoir initié un mouvement insurrectionnel, je crois depuis 2013. Ce mouvement avait attaqué certains points sensibles de la capitale Kinshasa. Le mouvement a attaqué le siège de l'état-major général des forces armées congolaises, a assiégé les installations de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Le mouvement a attaqué aussi certains points sensibles de la capitale, comme je l'ai dit. Et voilà pourquoi, malheureusement, les forces de l'ordre congolaises ont défait ce mouvement, même ça s'est soldé par des morts d'hommes. Avec cette décision de la justice sud-africaine, le candidat malheureux à la présidentielle de 2006, qui n'a cessé de clamer son innocence, est donc désormais libre. Il prévoit de reprendre ses activités politiques depuis l'Afrique du Sud et compte notamment continuer à mobiliser les Congolais contre le régime du président Joseph Kabila. Le Cameroun s'apprête à mobiliser près de 70 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BEAC. Ces fonds devraient permettre aux autorités d'anticiper ou de combler certaines dépenses publiques. Idlet Mirabel-Bissou. Le Cameroun prévoit de lever au deuxième trimestre 2017 entre 60 et 70 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. 9 émissions de bons du Trésor assimilables sont prévues dans 3 chaque mois pour un montant total de 45 milliards de francs CFA. Le Cameroun, dans sa marche vers le développement et l'émergence, se trouve à la croisée des chemins. Il a engagé toute une série de chantiers, notamment dans le domaine des infrastructures, avec un port en eau profonde à Kribi, avec des infrastructures sur le plan routier, notamment les routes à vocation régionale qui doivent relier les villes du Cameroun à celles du Congo, du Gabon, du Tchad et du Nigeria. Donc c'est un pays qui, sur le plan des infrastructures, a encore de nombreux chantiers à boucler. Je pense qu'une partie des ressources qui seront levées sur le marché de la BEAC iront vers ces infrastructures. Pour le mois d'avril 2017, le Trésor public camerounais ambitionne de lever 15 milliards de francs CFA. La première opération a eu lieu le 12 avril pour un montant de 5 milliards de francs CFA d'une maturité de 26 semaines. La levée de fonds sur le marché extérieur, c'est surtout pour maintenir la croissance et garder la courbe de croissance au moins au niveau de 5%. Qui est le niveau recherché aujourd'hui dans une conjoncture qui est elle-même extrêmement morose. Selon un décret signé le 1er février 2017, le gouvernement entend recourir à des émissions de titres publics pour un montant maximum de 300 milliards de francs CFA au cours de l'exercice budgétaire 2017. Lancé en 2011, le marché des titres publics de la BEAC a déjà permis aux 6 États membres de la CEMAC de lever près de 4 000 milliards de francs CFA. L'Égypte, toujours en deuil après les attentats perpétrés contre des églises coptes du Caire. Les funérailles ont démarré le soir même du drame, le 9 avril, et se poursuivent jusqu'à présent. Rappelons qu'au lendemain de ce drame, les autorités ont décrété l'état d'urgence pour une période de 3 mois. Idlet Mirabel-Bissou. L'Égypte, toujours sous le choc de l'attentat qui a tué 45 personnes le 9 avril 2017. 2 églises coptes du Caire et d'Alexandrie remplies de fidèles ont été visées en plein culte. Cet acte terroriste a amené le président Al-Sisi à décréter 3 mois d'état d'urgence dans le pays. Les familles des victimes sous le choc cherchent toujours à faire leur deuil. J'ai d'abord pensé que c'était l'un des grands écrans au-dessus de nous qui a bougé et a explosé. Mais quand je me suis réveillé, j'ai regardé autour de moi. Tout le monde était soit allongé sur le sol, soit baignant dans du sang. C'est alors que j'ai compris que c'était une explosion de bombe.
C'est un dimanche de rameau sanglant le 9 avril 2017 en Égypte. 2 attentats à la bombe revendiqués par l'État islamique ont frappé des églises coptes. La première dans la ville de Tanta au nord du Caire a fait 27 morts et 78 blessés. La deuxième attaque près d'une église d'Alexandrie a tué 17 personnes et fait 48 blessés selon le ministère de la Santé. Mon mari m'a appelé de l'église à 8h05 pour aller le rejoindre. Pendant que les enfants et moi nous habillions, nous avons entendu une explosion et les enfants ont dit que c'était l'église. Bien que je sache qu'il est au paradis et que je devrais être heureuse pour lui, je suis triste et je ne peux pas arrêter de pleurer. Ces attaques se sont produites quelques jours avant la visite du pape François, prévue les 28 et 29 avril en Égypte, et 4 mois après l'attaque suicide qui avait fait une trentaine de morts dans une église copte du Caire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.